je donne la parole à Isabelle Tante et à Jean-Luc Valenti. Isabelle va reprendre les propos de Madame Aurin. Oui, voilà. Exactement. Alors, on va parler, avant de parler de la dénutrition, on va parler un petit peu dénutrition, puisque c'est la semaine de la dénutrition. Donc la diététicienne qui a préparé ce diaporama voulait insister sur le fait que la malnutrition, enfin la différence entre malnutrition et dénutrition, la malnutrition, c'est finalement une alimentation qui est déséquilibrée, soit excessive, soit trop faible, en quantité ou en qualité. Et donc, ça va être source de pathologie. Et la dénutrition, c'est une alimentation qui est insuffisante avec des apports insuffisants en protéines et en énergie, donc en calories. C'est grave, voire très grave, et souvent on le remarque trop tard. Alors moi, mon point de vue gériatrique, c'est de vous parler de façon un petit peu plus médicale avec les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été publiées en 2021, qui modifient un petit peu les recommandations de dépistage et de diagnostic attendez, je masque juste, j'y arrive pas. Hop, voilà. Et de diagnostic de la dénutrition. Alors 2021, c'est pour les plus de 70 ans et vous avez pour des publics plus jeunes, enfants et adultes de moins de 70 ans, ça a été mis à jour en 2019. Donc, vous avez aussi sur le site de HAS pour les populations qui peuvent éventuellement vous concerner autre que dans les EHPAD. Alors, ce qui change dans le diagnostic de la dénutrition, dans les nouvelles recommandations, c'est qu'on va associer des critères morphologiques qui vont être un IMC inférieur à 22, qui va être une perte de poids d'un certain nombre de pourcentages en fonction d'une durée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et une sarcopénie, donc une perte musculaire. Donc, vous avez un de ces trois critères qui doit être présent. Et on y ajoute un critère étiologique, donc une cause, qui va être recherchée, qui peut être soit une diminution des apports. Donc, on va observer sur une semaine, 2 semaines. Ça peut être aussi des problèmes d'absorption, de malabsorption, et puis des pathologies associées qui vont être des pathologies aiguës, chroniques ou cancéreuses. Donc, ce qui change par rapport aux précédentes recommandations de 2007, c'est déjà l'IMC qui est pathologique en dessous de 22 et non plus 21. Alors, 22, c'est chez la population plus jeune, c'est quelque chose qui est tout à fait normal parce que pour 1m60, un IMC à 22, c'est environ 56 kg. Donc, c'est aussi pour ça qu'il peut y avoir un retard de diagnostic parce qu'on ne se rend pas tout de suite compte qu'on est déjà dans une situation qui peut entraîner une dénutrition. L'albuminémie, pareil, ne rentre plus dans les critères diagnostiques et le MNA qu'on fait régulièrement en EHPAD n'est pas non plus un critère diagnostique, mais un critère de dépistage. Une fois qu'on a diagnostiqué la dénutrition, on va s'intéresser à sa sévérité. Et donc, la sévérité, on va encore s'appuyer sur l'IMC, qui est sévère lorsqu'il est inférieur à 20, une perte de poids qui est plus importante par rapport au poids initial ou sur une certaine durée. Et c'est là qu'on va avoir la notion d'albuminémie, donc qui va permettre de quantifier la sévérité avec une albuminémie inférieure à 30. Il est rappelé également dans ces recommandations que l'électrophorèse des protéines n'est pas un bon marqueur pour évaluer l'albuminémie. Et donc, il y a 2 autres techniques qui sont proposées. Donc voilà, les choses changent quand même et je vous invite à consulter ce document. Je vous ai mis le lien en bas de page. Alors, les causes de la dénutrition, elles sont multiples. Déjà, il faut savoir que le vieillissement n'est pas une cause de dénutrition. Par contre, quand on vieillit, on a plus de pathologies et on a des modifications aussi corporelles, une perte du goût, une perte de la masse musculaire qui font qu'on va être plus à risque de dénutrition. Alors, la diététicienne évoquait la solitude et l'isolement. Moi, ce que j'évoquerais surtout, c'est dans l'entrée en institution, les personnes qui arrivent, on ne rentre pas en EHPAD pour rien, c'est que souvent, il y a des pathologies associées ou une perte d'autonomie qui font éventuellement suspecter qu'avant d'entrer en institution, l'alimentation, en tout cas la confection des repas, le fait d'aller faire ses courses, déjà peut être quelque chose de compliqué. Et donc, on peut arriver déjà avec un état nutritionnel fragile ou déjà en dénutrition. Donc, c'est important de dépister la dénutrition à l'entrée de l'établissement. Des pathologies, effectivement, vont majorer le risque de dénutrition. Les médicaments également, et là aussi, ça va avoir un impact aussi très important dans les troubles de la déglutition. La baisse de l'activité physique, les problèmes bucco-dentaires et digestifs. Alors, la bouche, c'est extrêmement important à observer, ça prend quelques secondes, et pourtant, on peut avoir beaucoup d'informations.
Je vous partage juste une petite anecdote. Lorsque j'étais médecin coordonnateur en EHPAD, je passais à côté d'une résidente qui me dit « Oh là là, madame, on m'a servi un café mais très très chaud. » Bon, je vais voir au petit déjeuner, donc je vais voir cette résidente et puis le café me paraît plutôt tiède. Et donc je lui dis « Mais ouvrez-moi la bouche ». Et en fait, elle avait une mycose qui était extrêmement importante. Donc le fait d'absorber son café l'avait brûlé, mais pas parce qu'il était trop chaud, mais avec sa démence, elle n'était pas capable de me dire j'ai une mycose, ça me brûle dans la bouche, enfin, je ne sais pas ce qu'elle aurait pu me dire éventuellement. Donc ça m'a pris quelques secondes pour poser un diagnostic et puis pour lui proposer un traitement et éviter éventuellement des prises alimentaires qui baissent. Au niveau digestif, quand vous avez des pertes de... Enfin, quand on a un résident qui se met à plus manger, ça peut être aussi très productif d'aller vérifier le suivi des selles, parce que quand on est très constipé, on n'a pas très faim non plus. Les régimes alimentaires trop restrictifs, alors pour moi, les régimes alimentaires en EHPAD, ça doit être l'exception. Et puis l'idée fausse, quand on est haché, on doit moins manger. Effectivement, les apports nutritionnels sont les mêmes. Et si on reprend notre personne de 60 ans, c'est un peu plus de 2000 calories, comme vous et moi. Alors, le risque de malnutrition, il est fréquent. Et surtout, il a des conséquences qui sont importantes. Parce que, alors, là, elle ne l'a pas mis, mais il y a la spirale de la nutrition du docteur Ferry qui montre bien que quand on commence à baisser, enfin, à avoir une malnutrition, puis une dénutrition, on va avoir finalement une atteinte immunitaire, on va avoir plus d'infections, donc pulmonaires, qui peut dire effet Osgood, mais aussi urinaires, on va avoir plus de chutes, on va avoir des escarres, etc. Et finalement, on va avoir une grabbatisation. Et il est bien difficile, voire quasiment impossible, à partir d'un certain seuil, d'inverser la tendance. Et puis l'obésité, effectivement, on peut être obèse et dénutri. Alors les critères dans les recommandations de la HAS, la HAS précise également les critères de diagnostic de nutrition chez l'obèse. Alors bien sûr, il n'y a pas l'IMC, puisque par définition, il est au-delà de 30. Mais la perte de poids reste un critère, même si celle-ci est volontaire, puisque sur les critères de la HAS, la perte de poids, elle est suffisamment importante pour entraîner une dénutrition. Un IMC à 30, quand on fait 1m60, c'est à peu près 77 kg. Et quand on perd 10% de son poids, c'est 7 kg en un mois. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est trop important, trop rapide et qui va entraîner, en tout cas, une malnutrition, une dénutrition. Donc, soyez aussi vigilants chez vos résidents obèses. Et puis, parfois, il n'y a pas de perte de poids et on peut être dénutri quand on a, par exemple, des œdèmes. Donc, le poids n'est pas forcément toujours la bonne... Enfin, bon, c'est important de le surveiller, mais il faut parfois le prendre avec un petit peu de recul. Et aussi, avoir parfois un regard critique, parce qu'on peut avoir enfin, c'est fastidieux hein, de peser tous les résidents tous les mois. Faut arriver à donner un sens à cette action-là. Donc, il faut analyser après les poids. Parfois, on n'a que quelques centaines de grammes de mois en mois, mais finalement, au bout de 6 mois, on se retrouve avec une perte de poids qui est conséquente. C'est important aussi de peser dans les mêmes conditions. Et là, c'est les écarts des résidents qui sont en fauteuil, avec cale-pied, sans cale-pied, avec coussin anti-escarre, sans coussin anti-escarre, tout ça, ça pèse. Et ce n'est pas forcément une dénutrition. Donc, voilà, il faut arriver à avoir des informations qui soient pertinentes. Et puis les apports, alors effectivement, on a des repères, mais on doit bien sûr maintenir un équilibre alimentaire et une variété, mais surtout maintenir le plaisir et tenir compte des habitudes alimentaires. Donc là, je suis accompagnée de M. Valentier. Oui, alors, et moi, je veux parler aussi des menus. Alors, je trouve que d'une manière générale, les menus sont assez bien faits. Ils respectent bien les équilibres alimentaires. Mais les menus doivent être pris comme base. C'est-à-dire, à partir de cette base-là, le cuisinier et les soignants doivent s'adapter en fonction des habitudes alimentaires et surtout au niveau des goûts des résidents. Parce que si les personnes âgées n'aiment, même si le menu est équilibré, mais n'aiment pas ce que l'on fait, les résidents ne mangent pas. Et donc, on s'est aperçu aussi, alors ce qui est important de souligner, c'est que plus on fait, que ce soit l'entrée,
le plat ou le dessert, si on confectionne sur place, et ben on a de plus grandes chances que les menus soient consommés que si on achète. Parce que il ne faut pas croire, mais les résidents voient bien la différence entre le repas fait sur place à l'EHPAD et le repas acheté tout près. Voilà, ça c'est. Alors, nourrir les résidents avec des recettes élaborées en cuisine, et ce jusqu'à leur fin de leur vie, afin de mieux répondre à leur plaisir. Alors, nous, l'objectif, c'est nourrir le plus possible jusqu'à la fin de leur vie avec des menus, d'une part, équilibrés, mais d'autre part, avec des menus qui leur donnent aussi beaucoup de plaisir. Et il faut pas oublier, enfin, ce qu'on me disait toujours, c'est que l'alimentation est le premier soin en EHPAD. Alors ça reste un projet tant dans les cuisines qu'au niveau des soignants. Et d'où la nécessité aussi de travailler bien en équipe pour répondre au mieux aux attentes. Alors ensuite, il y a par exemple, les repas doivent être source de bien-être de tous les jours pour l'ensemble des résidents, quel que soit leur âge, leur état de santé, leur régime ou leur texture. Ça répond bien à la question, à savoir, c'est qu'il faut, dans notre métier, il faut continuellement s'adapter pour répondre à tous ces besoins, ne pas rester sur quelque chose de figé. C'est pas, par exemple, je vais vous donner des exemples. Que ce soit une mousse par exemple, si on a carottes râpées en entrée, bah forcément, ça va répondre simplement qu'une partie de l'EHPAD. Ça ne répondra pas à l'ensemble des résidents. Donc là, il faudra essayer soit par des carottes râpées hachées plus finement pour ceux qui ont problème de déglutition, ou soit même pouvoir les fabriquer en mousse pour que ce soit pour les gens qui ont des plus gros problèmes de déglutition aussi. Donc, bon, voilà. En gros, il faut continuellement s'adapter pour répondre aux besoins. Alors, c'est vrai que vous vous adaptez pour l'ensemble des résidents et on peut faire des actions à l'ensemble de l'EHPAD. Donc, généralement, c'est des choses qui se décident en commission menu ou lors d'instances. Et puis après, vous avez tout ce qui est individuel. Voilà, alors, il y a des menus qui sont faits généralement 2, 3, 4 fois par an. Mais la véritable information, c'est l'information qu'on a au quotidien. D'où la nécessité de faire venir manger le plus possible, manger les personnes en salle à manger d'étage ou en salle de restaurant. Parce qu'on s'est aperçu aussi que depuis, en plus malheureusement avec la Covid, les gens ont tendance à vouloir rester en chambre. Et là, il y a un véritable travail qui doit être fait pour faire venir le plus possible, faire venir les résidents pour qu'on ait justement, nous, ce retour. Et en plus, en favorisant la convivialité autour des repas, ambiance, vaisselle, pour donner envie de manger, ce qui permet, les résidents, ils mangent mieux et de meilleur appétit, d'une part. D'autre part, nous, en tant que responsable de cuisine, en montant dans les offices, dans les salles manger d'étage ou en salle à manger, on se rend mieux compte finalement de ce qui est apprécié ou pas. Et on peut rectifier au quotidien. Comme ça, on n'attend pas, on n'est pas obligé d'attendre une commission de menu qui va se dérouler dans une semaine, voire une semaine, un mois ou 3 mois. On peut répondre tout de suite au jour même. Il faut être très dynamique pour changer le menu ou remettre une personne en haché, ou même remettre une personne hachée en entier, ça arrive aussi, et d'où la nécessité de travailler avec les soignants et tous les jours, 365 jours dans l'année. Alors, il y a une chose aussi importante aussi, c'est que, alors ça se fait pas tellement le midi, mais ce que j'ai constaté aussi, il y a servir au fur et à mesure les plats entrées, puis après le plat principal, puis le fromage, puis le dessert. Souvent le midi, c'est relativement bien fait parce qu'il y a tout un mécanisme de surveillance. Il y a les infirmières, les cadres, les résidents sont relativement bien entourés. Mais où ça achoppe un peu, c'est que c'est surtout le soir. C'est-à-dire qu'on a des problèmes le soir. Il y a un problème qui est, on peut le dire,
pour moi, c'est le problème majeur, c'est le temps du repas. Et bien souvent, les gens sont pressés, à la fois en cuisine, mais aussi dans les étages, dans les résidences, dans les offices alimentaires ou dans les restaurants d'étage. Les gens sont pressés parce qu'ils veulent terminer leur service. Et là, il y a véritablement un progrès à faire dans ce sens-là. C'est-à-dire que bien souvent, les gens mangent moins bien le soir parce que d'une part, il n'y a pas assez de surveillance et d'autre part, les personnels sont pris par le temps du repas. Et là, il y a ces deux critères-là à améliorer. Alors, au niveau des cuisines, moi, je travaille plus en cuisine, mais par contre, j'incite fortement les responsables de cuisine à se rendre 1 à 2 fois par semaine, se rendre le soir pour contrôler, voir si le repas se passe bien et pour savoir si les repas sont pris correctement, s'il y a suffisamment de temps, si les déclinaisons sont bien respectées. Il y a vraiment un travail qui est aussi important le soir que le midi, même si les gens ont tendance à moins manger les résidences ont tendance à moins manger le soir que le midi. D'où après, nous avons marqué laisser le temps aux résidents, y compris au dîner. Voilà ce que je viens d'en parler. Les repas sont des moments importants dans la journée. Bon, ça, c'est un petit peu. Voilà. Alors, c'est vrai que le soir, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, déjà, sur le fait que les résidents semblent avoir moins d'appétit, il faut voir aussi que les prises alimentaires sont rapprochées entre le repas, le déjeuner qui est donné vers midi, le goûter qui est aux alentours de 16h, oui. et puis le repas du soir qui est. On va dire entre 18h30 et au mieux à 19h. 19h. Normalement, les repas doivent commencer à 19h et doivent avoir minimum 1 heure. Mais bien souvent, les gens, par exemple, je vous parle des cuisines, bien souvent, les gens dans nos structures quittent à 20h30 et les soignants quittent, si je ne me trompe pas, vers 21h. Donc finalement, en plus, les soignants ont le coucher. Donc finalement, tout le monde, le soir, est un petit peu pressé. Et à la finale, il y a des résidents qui demandent une attention particulière, d'une part, et avoir un peu plus de temps pour dîner. Et là, vraiment, il y a vraiment un gros progrès à faire à ce niveau-là. Je pense que la solution, elle est vraiment à trouver en équipe, cuisine et restauration, pour que chacun comprenne les contraintes des uns des autres. La cuisine, il faut encore redescendre le chariot, il faut faire la plonge, il faut nettoyer, débarrasser. Pour le soin, ils ont tous les couchers à faire. Généralement, en soirée, ce n'est pas là où les résidents ayant des pathologies démentielles sont les plus calmes. Il y a beaucoup de repas aussi qui sont pris en chambre avec du coup une aide individuelle qui est apportée. Et puis, plus on avance dans le temps, plus le ratio de personnel présent diminue. Généralement, on a des départs qui sont échelonnés pour arriver à l'équipe de nuit qui va devoir coucher les derniers résidents. Donc, c'est vrai que souvent, il y a des impératifs de part et d'autre et il est important déjà de discuter ensemble pour que chacun comprenne les impératifs de chacun et puis que puisse trouver des solutions organisationnelles. Alors, je crois que vous me parliez du débarrassage des chariots. Oui, par exemple, par exemple, les chariots sont montés à 19h, le chariot chaud est monté à 19h. Bon, le potage est chaud. Donc le potage est chaud, le plat principal est chaud aussi, donc l'aide-soignante peut très bien sortir le plat chaud, le potage et le plat chaud, puis après les soignants peuvent très bien sortir le fromage et le dessert. Et une fois que ces températures-là, ça reste 15-20 minutes, on est encore on respecte encore le plan de maîtrise sanitaire. Ce chariot-là peut très bien redescendre, c'est-à-dire on peut aussi répondre aux impératifs horaires de la cuisine. Donc les cuisiniers peuvent très bien laver le chariot, donc eux peuvent partir à l'heure. Et les soignants ont un peu plus le temps pour pouvoir s'occuper davantage des résidents et pour que les résidents puissent prendre un peu plus le temps pour pouvoir dîner tranquillement. Donc là aussi, il y a aussi une des pistes, mais ce n'est pas la seule. Dans tous les cas de figure, il faut impérativement, et là on ne peut plus se permettre de faire autrement, il faut impérativement que les soignants et les cuisiniers puissent travailler ensemble, se mettre d'accord, trouver des compromis pour répondre aux demandes.
Alors, limiter les régimes thérapeutiques, voilà, de toute façon, Alors, les régimes, on est d'accord, régimes. faut pas. Faire plaisir aux résidents par des pâtisseries faites maison. Donc, effectivement, le fait maison. Alors, c'est extraordinaire parce qu'il y a eu une évolution. Moi, je l'ai constaté, ça fait assez longtemps que je travaille en EHPAD. C'est qu'au départ, on avait des régimes trop stricts, c'est-à-dire il y a diabétiques, sans sel, etc. Depuis un certain les cuisiniers ont pris beaucoup de plaisir, davantage de plaisir, lorsqu'on nous a dit écoutez, le principal, finalement, en faisant attention, on travaille toujours sur un avis médical, mais d'une manière générale, on peut quand même confectionner des desserts faits maison, que tout le monde, et puis tout le monde, les résidents peuvent maintenant avoir accès à ces pâtisseries, alors peut-être en accompagnant d'un produit laitier. Enfin, moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas, mais enfin, disons qu'on me disait de faire comme ça. Et donc, ça permettait que tout le monde puisse goûter la cuisine le plus possible de manière normale. Et donc, il n'y avait pas de frustration à table, parce que bien souvent, lorsqu'on présentait à l'époque, par exemple, une tarte aux pommes, pour être très simple, et un fruit, une pomme à côté, forcément, cela crée des frustrations par les résidents et compensés après dans leur chambre par ils mangeaient des gâteaux en cachette ou quoi. Donc tout ça, heureusement que c'est un petit peu terminé. Bon, mais enfin, j'insiste bien, hein, on travaille toujours sous contrôle médical et on fait en fonction de ce qu'on nous demande. Mais là, justement, s'il y a un pas, pour nous, ça a été quand même un pas très important. Ça a permis aux cuisiniers de pouvoir s'exprimer encore plus librement. Alors là, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'informer au quotidien, il y a une chose qui est très importante. Alors, s'informer au quotidien du retour des résidents et des soignants sur les repas servis, on va le transmettre à la cuisine et d'ajuster très rapidement les demandes et les remarques. Ça, alors, très important. Alors, le cuisinier ou le responsable de cuisine doit monter le plus souvent possible dans les restaurants d'étage ou dans les restaurants pour pouvoir s'informer au quotidien et d'ajuster. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Si ce qu'on a fait à midi, et ça m'arrivait, et ça arrive aussi fréquemment, aussi de temps en temps, on croit qu'on fait bien, mais quand on fait le tour de table, on s'aperçoit que le mets préparé est pas ou peu apprécié, ça arrive, et ben ça permet d'ajuster la prochaine fois ou de supprimer simplement le mets préparé. Et ça, on l'a pas en commission de menu, c'est trop tard parce que les personnes ont oublié, et ça permet de monter et de s'informer. Des fois, on se fait engueuler, mais il ne faut pas avoir peur de l'engueulade par les résidents. Et des fois aussi, bien souvent, plus souvent d'ailleurs, on a des félicitations parce que les cuisiniers ont des félicitations parce qu'ils aiment bien le repas. Et on a une chance extraordinaire. On a le résultat de notre prestation au moment. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment c'est un métier qui permet. Alors, par exemple, différencier. Alors là, moi, je parle sous le contrôle de tout le monde parce que je vois bien qu'il va falloir s'adapter. C'est extraordinaire parce que il y a 3 textures. Il y a l'entier, il y a le haché, le mixé, mais là, ça va se complexifier un peu. Donc là, il faut prendre, j'en parlais, mais avec toute la mesure. Mais d'une part, bon. Alors, parce qu'au début, lorsque j'ai commencé mon métier dans les EHPAD, on mélangeait tout, c'est-à-dire entier, haché, mixé. Et puis, après, le travail a évolué. Et puis, l'idéal maintenant, c'est d'avoir, pour la texture hachée, on hache la viande avec un hachoir, on mixe la viande avec un mixeur ou un blixeur, et on présente les textures avec le plus joliment possible, parce que comme nous on a de la chance encore d'être valide, hein. Lorsqu'on va au restaurant, si le mets proposé est mal présenté, forcément, il y a moins d'appétence, on a moins envie de manger. Et d'où l'importance de vraiment présenter une manière au moins correcte dans les assiettes, ce qui permet à la personne âgée de pouvoir d'avoir envie déjà de manger. C'est très important, hein, parce que je me suis aperçu, je sais pas, si on s'aperçoit très vite que les résidents sont très sensibles à ça.
Il ne faut pas croire que les résidents ont perdu le goût. Non, non, jusqu'à la fin de leur vie, les résidents ont. C'est un des seuls moments, enfin, c'est les médecins en parleront mieux que moi, mais on m'a toujours dit que c'est vraiment une des dernières choses qui était liée comme ça, qui était liée jusqu'à la fin de la vie, c'était le repas. D'où le plaisir dans l'assiette. Donc, faut vraiment, c'est la présentation. C'est pour ça que au sein de mon équipe ou de mes équipes à l'époque, franchement, on essayait de vraiment de répondre, et puis les cuisiniers doivent répondre parce que il faut pas croire que les résidents ne voient pas ce qu'il y a dans l'assiette. Non, non, au contraire, sont vraiment réceptifs, et ce jusqu'à la fin de leur vie. Donc en fait, il ne faut pas beaucoup de matériel pour faire des textures modifiées, mais alors il y a deux choses. Il faut simplement, pour répondre de manière générale, un hachoir. C'est très simple. Alors tout le monde n'en a pas, dans tous les EHPAD n'en ont pas encore, mais ça, ça coûte pas très cher par rapport. Il faut un hachoir c'est simple, pour les hacher, et un mixeur ou blixeur pour les mixer. Et là, on présente toujours haché, texture en petits morceaux, et légumes, pour les hacher, légumes qui est facilement assimilable, comme haricots verts, même des fois même petites pommes de terre. Il n'y a pas tellement de modifications pour les hacher. Après, on s'adapte. D'une manière générale, ça marche très bien. Et pour les mixer, on fait ça sous forme des textures lisses, et puis une purée à côté. Mais quand je parle de purée, je ne parle pas de purée de pommes de terre uniquement. Je parle de purée de carottes, purée d'haricots verts, purée en ce moment, c'est la saison des petits marrons ou des butternuts. On peut faire des purées de toutes sortes, et pour varier les couleurs, et puis aussi de répondre à l'équilibre alimentaire aussi. Ouais. Voilà. Parce que c'est important, quand on est en mixé, c'est que souvent on a une pathologie un peu plus sévère, et donc un risque de nutrition qui est plus important. Donc moi, je vous invite à aller rencontrer votre cuisinier, même quand vous êtes dans le soin, pour savoir comment sont confectionnés les mixés. Voilà, qu'est-ce qui est rajouté, est-ce qu'il y a bien une bonne teneur en protéines suffisante, puisque vous me disiez qu'il y avait même parfois une teneur qui était plus importante pour les mixés lorsque c'était bien fait. Alors, tout à fait, oui, tout à fait, parce que dans un mixé, on prend l'élément principal, c'est-à-dire quand je parle d'élément principal, l'élément du menu, parce que si c'est prévu, par exemple, un exemple bœuf bourguignon, le cuisinier doit prendre la viande du bœuf bourguignon et la mixer. On la mixe, après, je vous passe des détails techniques, après, il ajoute du blanc d'œuf, donc se rajoute un élément protéique supplémentaire, plus il rajoute un autre élément, soit de la crème, soit du fromage blanc. Il y a des recettes qui sont très bien faites, très simples, pouvoir être faites par le responsable de cuisine, mais aussi par le cuisinier débutant. Et donc, normalement, il ne doit pas y avoir de trous. Quand je parle de trous, on me dit souvent, oui, mais chef, pendant les vacances, il y a moins de cuisiniers, il y a moins de savoir-faire. Non, toutes ces recettes doivent pouvoir être faites 365 jours de l'année. Si ce n'est pas le cas, c'est que la recette est trop compliquée. Donc, on change la recette pour la simplifier, pour que tout le monde puisse avoir savoir-faire, pour que tout le monde puisse faire la recette avec n'importe quel niveau de grade ou de savoir-faire. Donc, ce n'est pas de la fécule de pommes de terre. Martine me dit justement, en aucun cas, on doit, alors ça c'est très important, il y a des recettes adaptées, on doit respecter la recette, et souvent, en tournant dans les établissements, on s'aperçoit que les gens, ils mettent de la fécule pour solidifier. Non, 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 non. Je répète, il y a la viande, blanc d'œuf, crème, fromage blanc. Ces éléments-là, avec ces éléments-là, on doit être capable de faire une belle terrine, et en répondant à la diététique. Voilà. Là, c'est très important, mais là, si c'est fait avec de la fécule de pomme de terre, d'abord, ou des flocons, c'est interdit, parce qu'on ne répond pas à la demande du médecin. On ne répond pas. Et ça, j'insiste un petit peu lourdement là-dessus, mais... Donc, penchez-vous sur vos mixés.
on en voit tellement que… Voilà. Et puis moi, ce que je remarquais aussi, c'est que parfois, quand on a des troubles de la déglutition et que le médecin a prescrit une texture mixée, on va mettre des compotes alors que, que le dessert, c'est un flan pâtissier. Alors, le flan pâtissier a quand même un apport de protéines. La compote, il n'y a pas des caisses de calories. Donc, il faut veiller à ce qu'on respecte au moins les classes alimentaires qui sont dans le programme. Les classes, oui, et un exemple, si on fait par exemple une tarte aux pommes, on va essayer de faire pour les hacher, non, pour les hacher, mange la tarte aux pommes. Oui. Mais c'est surtout pour les mixer, on va faire une mousse aux pommes ou avec des cuisiniers un petit peu plus expérimentés, une tarte aux pommes, peut-être mixer la pâte, la présenter, déstructurer un petit peu. Mais je répète encore, vaut mieux faire des choses très simples, qu'on soit sûr que le résident ou la résidente est assimilé, puis que tout le monde puisse le faire. Et bonne. Et bonne. Et parce qu'il faut bien respecter, par exemple, une entrée à base une quiche Lorraine, et ben, on va peut-être faire une entrée pour les mixer à base de fromage blanc, ça reste auquel on rajoutera peut-être, il y a du lait, pour permettre à répondre au menu, à la diététique. Puisque là, on n'a pas de diététicienne, mais c'est vrai que les diététiciennes ont des rôles importants. Très importants. Oui. Alors, dans les EHPAD qui ont la chance d'être attachés à des centres hospitaliers, on peut avoir des appuis et des conseils individuels, mais la plupart du temps, c'est la diététicienne qui est rattachée au service de restauration qui va, le prestataire qui va intervenir. Exactement, parce que c'est pas un jeu, c'est l'objectif est de répondre à tous les résidents par une alimentation naturelle, sans injonction de Fortimel ou de Protifort, etc. en cuisine. Parce que comme ça, les cuisiniers, on ne dénature pas finalement le métier du cuisinier. Ça vous permet toujours d'avoir des cuisiniers qui sont compétents. Et avec d'une manière générale, les gens travaillent en gamme 1, c'est-à-dire avec des produits bruts, et on peut, avec toute cette gamme qui nous est proposée, répondre à toutes ces attentes. Après, s'il y a une dénutrition sévère dans les États ou dans les soignants prennent le relais, mais d'une manière générale, l'objectif est de répondre d'une manière naturelle le plus possible aux attentes. Donc là, les recettes, on l'a déjà vu. Au goûter, proposer des gâteaux réalisés maison à base d'œufs, de fromage blanc, de yaourt. Voilà. Alors, au goûter, doit être donné forcément pour ceux qui peuvent manger des gâteaux à base de blanc d'œuf. Mais aussi, au goûter, on doit être proposé aussi des yaourts de fromage blanc pour vraiment répondre au manque de protéines. Et ça, à chaque poste, à chaque moment, aux 4 repas de la journée. Je parle de repas de la journée parce que le déjeuner est important, le petit déjeuner est important, le déjeuner est important, le goûter est important, le dîner est important. Parce que les personnes, il y a des résidents qui ne mangent pas beaucoup, d'où l'intérêt de respecter ces 4 postes. Puis on a aussi les collations de nuit parfois. Voilà. Et puis, vive le changement. C'est vrai que les résidents apprécient les changements et diversifier, de varier le plus possible les saveurs, les présentations, afin d'éviter la monotonie au quotidien. Organiser les menus à thème. Alors, franchement, tout ce qui peut changer. Alors, les gens sont hyper réceptifs. Au menu de fête, les gens en parlent encore 3 mois après. Les menus du monde, c'est idem. Dès que ça change, et puis il ne faut pas avoir peur quand on dit qu'avec ils n'ont pas l'habitude de manger tel ou tel repas parce qu'à leur époque, ça n'existait pas. Non, au contraire. Les résidents aiment les changements indiens, pakistanais, qui viennent les menus d'Allemagne, d'Espagne, tout ça. Donc, on peut tout faire. Généralement, c'est des menus qui sont très appréciés parce que ça change de leur quotidien. Donc là, avec en plus, ils s'accompagnaient par de la musique qui est référent au pays. L'animation. Voilà, c'est l'animation. Voilà. Et d'où l'intérêt, vous travaillez aussi avec l'animation. Donc, c'est un plus apporté au quotidien. Comme là, voilà.
Alors, répondre aux demandes, offrir tout au long de la journée, comme on l'avait dit tout à l'heure, un choix de produits qui couvre les besoins nutritionnels avec 4 repas minimum, servir des collations, alors la nuit si besoin. Alors là, il n'y a pas de problème. Au niveau des collations, on leur donner des fruits, des compotes de fruits, mais aussi du fromage blanc, des yaourts, des petits gâteaux. Et puis bien souvent, le menu du soir, il reste on peut mettre ça dans les réfrigérateurs. Et puis, les desserts, bien entendu, rien n'est jeté. Enfin, tout ce que l'on peut garder au niveau des compotes, des yaourts, tout ça, on peut mettre dans le réfrigérateur. Et s'il y a des résidents qui ont faim la nuit, on peut répondre à leurs besoins. Alors ensuite, respecter les saisons. Ça fait partie aussi, oui, hein, c'est écolo. En plus, on est dans le cadre, c'est plus une mode, c'est une nécessité maintenant. Voilà, quoi. Puis, les cartes de remplacement. Alors, carte des remplacements, poser les cartes de remplacement pour respecter au mieux les goûts des résidents. Ne pas hésiter. On a un menu type, mais aussi, on sait très bien, et ça, c'est le cuisinier qui sait très bien en sortant de sa cuisine et en allant voir les résidents, que tel ou tel résident ne mange pas ça. Là, il a la carte pour proposer autre chose, d'où la nécessité, je répète, que le cuisinier connaisse les résidents et se sorte de la cuisine, que ce soit à la fois dans les offices alimentaires, voire dans les restaurants d'étage, et dans les restaurants, et dans la salle principale. Alors ensuite, s'informe au client de retour des plats proposés, voilà pour ajuster, ça j'en ai parlé, pour ajuster si besoin. Annoncer le menu au début des repas, ça c'est le travail peut-être soit de l'animation ou soit des soignants, et d'afficher le menu aussi, d'afficher, et ça c'est hyper important. Voilà, et redire, au moment du service, repréciser, parce qu'on a quand même beaucoup de résidents qui ont des troubles de la mémoire, qui se réjouissent quand ils lisent le menu, quand on leur lit, mais après, 10 minutes après, quand on sert l'assiette, c'est oublié. Donc, c'est surtout quand on est en mixé et que ça n'a pas forcément l'aspect auquel on s'attend. Éviter de trop surcharger les assiettes, même si c'est envoyé en plaque gastronome, au moment de servir, on ne cherche pas trop l'assiette. Vaut mieux resservir les résidents que de charger. Parce que si une assiette est surchargée, donc bien souvent, elle est mal présentée. Et là, comme il y a trop dans l'assiette, les résidents ne mangent pas. Ça les décourage de manger. Donc souvent, on a des problèmes. Et puis les commissions menus. Alors, organiser les commissions de menus avec les résidents, familles et personnel. Ça, les commissions de menus sont importantes pour avoir une vue d'ensemble, mais ça ne suffit pas. Il faut que ce soit relayé par des retours au quotidien. Et ce qui permet aussi d'inviter aussi, ça c'est très important, les familles, savoir ce que l'on fait et d'avoir un retour, parce qu'elles aussi, elles ont des retours par les résidents. Et donc, ça permet d'évoluer aussi dans son travail. Voilà. Alors, communication interservice, passage du chef de cuisine ou d'un cuisinier au moment des repas en salle de restaurant, ça j'en ai parlé, ou en salle à manger d'étage, travailler en interdisciplinarité avec l'ensemble des services. Faut travailler avec ça, c'est pas une coquetterie, hein. C'est vraiment indispensable de travailler avec tous les services. Si on veut avoir des retours, travailler, parce qu'il y a des résidents qui sont incapables de dire aux cuisiniers qu'ils avaient pas ou peu apprécié l'assiette, par exemple, pour avoir un lien beaucoup plus étroit avec la personne qui les sert. D'où l'importance d'avoir des retours par les résidents, mais aussi d'avoir des retours avec les soignants. Le clan, on le voit après. Alors, organiser des réunions régulières avec l'ensemble des services, transmission, commission de le clan. Ouais. Alors, la négociation est un sujet qui concerne tous les personnels, au sein, voilà, comme on en a parlé, de cuisiniers, soignants, agents de service, cadres, médecins. Voilà, et je rajouterais aussi résidents et familles. Voilà. Et alors le clan. Alors, ce qui a été extraordinaire depuis quelques années, il y a eu la mise en place et avancement du clan. Alors, le clan, vous connaissez mieux que moi, hein, c'est le comité de liaison alimentation nutrition. Alors, c'est le directeur ou la directrice qui doit organiser le clan. Et puis, on répond faire un bilan alors, il y a des items. Alors, par exemple, faire un bilan de l'existant en matière de structure, moyens matériels et en personnel. Faire une évaluation des pratiques dans le domaine de la restauration, de la nutrition, hydratation. Déterminer les actions prioritaires. Ça, donc,
alors, chaque année, finalement, on se fixe des objectifs. Cette année, c'est la dénutrition et c'est les textures entiers, hachés, mixés. Donc, et on avance comme ça. Essayer que tous les établissements, ça permet aussi d'avoir des objectifs que tous les établissements avancent un petit peu en même temps, qu'il n'y a pas trop de disparité entre établissements. Donc, je répète, cette année, ce qui nous concerne à nous, c'est les entiers hachés, mixés, pour répondre justement à la dénutrition. Vous êtes pile dans le thème alors. On est pile dans le thème, oui. Alors ensuite, il y a définir les différentes actions à mener à atteindre des objectifs, établir des sous-groupes de travail si besoin. Forcément, à partir du moment qu'on a déterminé les actions, et là, après, il y a un travail qui doit être fait entre la cuisine et les soignants pour arriver aux objectifs. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a déterminé une personne qui est dénutrie, si par exemple il est bien que la personne soit connue de la cuisine, parce que je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est un truc qui marche très bien. Lorsque les cuisiniers connaissent la personne, donc ils vont faire déjà plus attention à la préparation culinaire. Et puis si les soignants aussi, eux, ils connaissent davantage la personne. Donc forcément, ça va créer un lien entre la cuisine et les soignants. Et là généralement, on a des améliorations qui sont très significatives, mais assez rapidement, parce que tout le monde se sera finalement approprier le projet, et la personne, la résidente ou résident, il ira beaucoup mieux. Mais voilà. Alors, mettre en place des formations. Alors, ça aussi, mettre en place de formations en vue d'actualiser ses compétences et d'acquérir aussi des compétences nouvelles. Alors, ça, comme on l'a vu, vous voyez, même moi, des fois, par exemple, il va y avoir des changements au niveau des déclinaisons. Mais moi, je devrais aller même en formation, parce que ça bouge tellement vite et ça avance tellement vite qu'on est vite finalement, enfin pas has-been, mais on est vite un petit peu au décalage, dépassé, et d'où l'importance de la formation. Mais ces formations-là, même si les formations sont bien dispensées, et par exemple, je me souviens quand ma directrice, mon directeur me payait des formations, de très belles formations, mais aussi ça ne suffisait pas. J'étais attendu au tournant, c'est-à-dire à savoir que lorsque j'arrivais après ces formations, la direction me disait c'est très bien, bravo monsieur, vous avez fait de très belles formations, mais j'avais un devoir de répéter ce que j'avais appris en formation. Et là, bien souvent, on s'aperçoit que les gens font de belles, voire de très belles formations, mais après, finalement, ils ne répètent pas. Et là, il est important, parce que les formations, ça coûte cher déjà à l'établissement, et à l'administration ou autre, ou à l'organisme privé, mais il faut que ça soit suivi des faits. Il doit y avoir systématiquement, il faut finalement que l'EHPAD qui finance la formation, l'organisme, ait un retour. Et ça, c'est important de le souligner, parce que ce que j'ai noté, c'est qu'il n'y avait pas assez de retour. Alors, c'est bien faire de belles formations, aller en formation, mais après, l'EHPAD, l'établissement, doit avoir le retour quand ils envoient les gens en formation. Alors, parfois, moi, j'avais l'expérience où les cuisiniers allaient dans des formations où ils utilisaient une quantité de matériel, en particulier sur les textures modifiées, avec plein de petits moules flexiplants, etc. Voilà. Ouais. Et puis après, ils arrivaient, ils étaient déçus parce que finalement, ils n'avaient pas le matériel pour le mettre en place. Alors, je répète, c'est bien d'avoir de matériel, matériel flexiplant pour faire des moules. Bon, c'est bien, on peut en faire. Mais je vous dis, et ça, même si vos chefs disent, même si vous avez un hachoir, blixeur ou mixeur, déjà vous pouvez répondre à 90% du problème, même plus que ça, pratiquement à l'ensemble des problèmes de la dénutrition. Après, améliorer par des moules en flexiblant, d'ailleurs, qui vont être interdits bientôt, plastique et tout ça. Donc, mais avec ces deux appareils, hachoir et blixeur ou mixeur, les gens peuvent répondre aux attentes. Et puis après, il y a charge à l'imagination des responsables de cuisine ou cuisiniers de pouvoir offrir des choses
On va avancer un petit peu parce que. Ok, on est un peu. Alors voilà des petits exemples. Alors c'est des exemples tout simples. Hein. Ça c'est des carottes, tout simplement. C'est des carottes râpées, des céleris râpés. Bon, bah, c'est très simple. C'est pour les hacher. C'est mis avec un petit moule. C'est avec un emporte-pièce, avec un cercle. Tac, c'est moulé. Tac, c'est servi. C'est relativement appétissant. Alors ça c'est pour les hacher. Vous voyez bien, il y a une purée à côté et puis il y a des légumes, par exemple des haricots. Donc c'est pour les. Et puis il y a le haché qui est là, qui est présenté. C'est tout simple comme ça va très vite à faire. Et puis ça répond tout de suite aux besoins. Puis voilà. Alors ça c'est pour les hacher aussi. Et donc avec les légumes sont coupés en petits morceaux. Tout bon, là, voilà ce qu'on sait. Alors ça c'est pour les mixer. Alors c'est un dessert mixé, mais ça les gens ne font pas ça tous les jours. Ça, les gens font ça pendant une période de fête. Donc là c'est une tarte au citron un petit peu revisitée, où là tout est assimilable par les gens qui ont des problèmes de déglutition. Les gens mixés. Donc c'est ces mousses qui peuvent être faites tous les jours pour les gens pour les mixer, pour les hacher, pour les entiers aussi. Alors ça c'est pour les mixer, chose très simple. Vous avez la purée, c'est une purée il me semble de butternut ou de potiron, et ça c'est un mixé. C'est un mixé de volaille ou de veau. Et bon voilà, mais c'est vraiment très simple. Et j'ai pris volontairement des recettes les plus simples pour que justement tout le monde puisse le faire. Voilà. Alors, il y a eu de nombreuses questions. Les gens, en fait, ça a été très interactif. Hein. J'ai vu, il y avait des questions et des réponses en même temps. Donc, c'était assez amusant. On ne va pas tout reprendre. Il y a eu des questions sur le jeûne, l'organisation de la structure. Donc, vraiment, l'alimentation, c'est une affaire de tous et de l'administration, c'est un point essentiel. C'est vrai qu'il faut éviter les jeûnes trop longs. Oui. Hein. Et les collations, c'est bien beau, mais comme disait quelqu'un dans le chat, faire une collation pour tout le monde avec 2 AS, comment on fait. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des troubles de la déglutition. Donc, le petit gâteau sec pendant la collation, c'est peut-être pas génial. Donc, il y a vraiment besoin d'une réflexion commune. Il y a eu des réflexions sur le manger-doigt. Le manger-main, oui. Le manger-main. Alors, il y a eu mettre manger-doigt, mais c'est manger-main. Voilà, merci oui. pour ce qui est. Alors, je peux en parler 2 minutes. Alors, le finger food, alors, de plus en plus, les gens sont. Alors, faut pas s'affoler. Enfin, au niveau des cuisiniers, ont peur de la quantité de travail supplémentaire qu'il y a pour les finger food. Par exemple, finger food, si par exemple, quand on coupe par exemple, des carottes râpées, ça va très vite de couper des carottes râpées un peu plus grosses pour que les gens puissent les manger avec les doigts. Par exemple, quand on fait une quiche Lorraine, au lieu de la couper en 8 parts, on la coupe en 16 ou en 32 parts. Comme le médecin disait, écoutez, voilà, finger food, on rentre carrément dans le cadre. Donc le finger food, c'est une adaptation, mais des portions. Voilà, il y a eu des doutes sur la pâte à tarte pour le citron. Donc elle était bien mixée. Oui, elle était bien mixée. Hein, voilà. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que Jean-Luc, c'est un passionné. Vous avez dû le voir, et c'est pas du blabla ce qu'il vous raconte. Non, parce que moi, j'ai déjà goûté ce qu'il faisait. Hein. C'est bon, c'est pour voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme questions tout à l'heure? Il y avait des questions qu'on n'a pas répondu, et peut-être que Virginie, le masticateur, on m'a demandé des questions sur le masticateur. Je n'ai pas trop compris la question. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre là-dessus. Est-ce que c'est quelqu'un qui mastique? Est-ce que ça l'apparaît? Je n'ai pas trop. Alors, le masticateur, c'est un outil, c'est une machine en fait que l'on pose sur la table et qui fait la mastication des aliments. C'est comme la maman oiseau? Pour faire vite. Oui, un petit peu, mais non, la maman oiseau, elle commence à digérer et elle régurgite. C'est pas ça. C'est pas, voilà, mais bon, c'était bien tenté, Martine. Et il y a eu des questions sur la dysphagie psychogène. Alors, juste le masticateur pour terminer. Le masticateur, c'est des choses qu'on peut proposer éventuellement, mais plutôt volontiers dans le polyhandicap, hein, d'accord, hein, c'est des trucs qu'on ne va pas proposer en gériatrie du tout. Hein, c'est de culture polyhandicap avec des objectifs spécifiques pour le polyhandicap. Voilà, donc là, ce n'est pas l'objet de la présentation que je ne peux pas en dire plus, moi. Donc, il y a eu aussi des questions sur le polyhandicap. Et puis avec le masticateur, et puis avec l'ITSI, tout cela sera, alors vous disiez tout à l'heure, c'est complexifié. En fait, l'ITSI ne veut pas complexifier, hein, parce que le fameux haché entier, haché mixé, eh bien, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il corresponde bien au test ITSI. Alors, par exemple, j'ai vu une photo tout à l'heure, le coleslaw carotte râpée moulé comme ça, qui était super appétissant. On peut se poser la question si c'est vraiment un haché, est-ce que ça correspond à un haché
ITZY. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrasable facilement à la fourchette. Les bouts de carotte, ou alors voir, hein, mais les bouts de carotte, eux, ils vont pas être écrasés, découpés avec une fourchette. Ça veut dire qu'ils nécessitent une mastication assez importante. Donc, c'est toujours un petit peu le risque de confusion entre mastication et déglutition qui est traditionnel, et que je pense qu'il faut faire ça. Et l'ITZY fait le ménage avec ces éléments-là, mais il faut vraiment appliquer les tests ITZY. Les seules choses qui vont changer après, une fois qu'on aura fait ça, c'est dire, au lieu d'appeler ça entier, on appellera ça normal, comme dans l'ITZY, c'est ITZY 7. Et puis, le haché, eh ben, voir si ça rentre dans petits morceaux tendres, ou bien ITZY 6, ou bien dans du haché lubrifié, qui est vraiment un haché lubrifié qui s'écrase avec la langue, ou bien du mixé. Et le mixé, ça s'appellera purée lisse ou purée fluide. Donc, le masticateur, il a plus sa place tout à fait dans l'ITZY, puisque c'est prêt à l'avance.